Sur le point de partir vers son nouveau destin, Guenièvre, la gorge nouée, s'interrogeait sans chercher à dissimuler sa terreur. « Vous-même n'avez pas peur ?» demanda-t-elle à Igerne d'une pauvre petite voix tremblante. « Nous partons si loin. » Pourquoi peur? Les Saxons ne nous menacent nullement, et, si l'hiver n'est pas une saison agréable pour voyager, les intempéries vous assurent au moins de ne pas tomber aux mains de hordes sauvages. Igerne regarda longuement la fragile jeune fille qu'elle allait devoir mener à son fils, et poursuivit doucement. Moi aussi, jadis, j'étais très effrayée lorsqu'on m'a donné au duc de Cornouailles. Tout a changé le jour où j'ai tenu dans mes bras mon premier enfant. Mais je n'avais alors que 15 ans, vous en avez 18. Regardez plutôt ces splendides poneys que votre père met à notre disposition. Avec eux, nous allons faire une très bonne route. Je préférerais 100 fois voyager en litière, murmura Guenièvre timidement. En litière? Mais c'est horriblement ennuyeux, s'exclama gaiement Igerne. Faites comme moi et ma sœur quand nous voyageons. Mettez de larges braies, de grosses toiles pour être plus à l'aise. Mais c'est interdit par les saintes écritures, objecta la jeune fille en rougissant. Peut-être, mais une chose est certaine, les auteurs des saintes écritures ignoraient tout du climat de nos pays. Chez eux, une simple robe suffisait à se protéger du vent. Ah, voici Lancelot. Savez-vous qu'il a la première place parmi les compagnons d'Arthur? Il va nous escorter et veillera sur les hommes et les bêtes que le roi votre père offre à mon fils. Drapé, comme les Romains dans un grand manteau rouge, Lancelot s'approchait en effet. Il s'inclina devant les deux femmes et demanda. « Mesdames, êtes-vous prêtes ?»« Oui, les bagages de la princesse sont là, » répondit Igerne en désignant une charrette lourdement chargée d'un lit, d'un gros coffre sculpté, de 2 métiers à tisser, de pots et de chaudrons divers que l'on apercevait imparfaitement recouverts par de grandes peaux. « Ce n'est pas ce chargement qui m'inquiète, c'est l'autre, » commenta Lancelot en jetant un regard préoccupé à l'attelage de bœufs, apparemment déjà fatigué entre les brancards d'un lourd chariot transportant le cadeau du roi à Arthur. « Cette table était pour mon père un véritable trésor, » expliqua Guenièvre. « Un roi de Tara vaincu au combat par mon grand-père a dû s'en séparer. C'était la plus belle table de son château. Elle est ronde et gigantesque, comme vous le voyez. Un barde peut s'asseoir au centre pour chanter, et nombre de chevaliers prendre place autour. »« C'est un magnifique cadeau, » approuva Lancelot. « Mais il va falloir au moins 2, sinon 3 paires de bœufs pour tirer ce chargement. Il nous faudra chevaucher à leur allure. Mieux vaut donc pour vous voyager en litière. Allons, ne perdons point de temps, en route. » À peine Guenièvre était-elle installée à sa grande satisfaction dans une litière qu'elle en ferma les rideaux, puis se laissa tomber, triste et désabusée, sur le banc confortablement garni de fourrures et de coussins. « Que suis-je d'autre ?» pensa-t-elle, le convoi se mettant doucement en branle. « Que suis-je d'autre qu'un simple présent parmi tous ceux que le roi mon père envoie au haut roi de Grande-Bretagne ? Que suis-je d'autre sinon une parcelle insignifiante d'une dot somptueuse, un objet parmi des hommes, des chevaux, des armes et la fameuse table ronde ? Oui, elle n'était qu'une femme abandonnée, livrée par un homme à un autre homme, avec ses accessoires, sa panoplie de robes, quelques bijoux, 2 métiers à tisser, un chaudron, des peignes et de quoi filer le lin. Guenièvre abaissa ses paupières pour refouler ses larmes. Où allait-elle, sous ce ciel menaçant, cahoter dans ces landes sauvages, ces collines désolées? Oui, vers quel pays, vers quel roi? Celui-ci l'attendait sans doute, comme un étalon impatient, guettant l'arrivée d'une nouvelle jument, prête à lui faire le poulain qu'il convoite. Elle aurait tant voulu rester toute sa vie dans son cher couvent, loin du monde et des hommes, pour apprendre à lire et à dessiner des lettres d'or.
Mais cela ne convenait nullement à une princesse, avait tranché son père, auquel elle devait obéissance comme à Dieu lui-même. Les femmes, en effet, lui avait-on appris, devaient veiller à respecter en tout la volonté de Dieu, car c'était à cause d'une femme que le péché originel avait frappé l'humanité. Aux femmes reviendrait donc éternellement la tâche d'expier la faute, à leur manière. Comme pour protester de toute son âme, ou prier peut-être, les lèvres de la jeune fille remuèrent imperceptiblement, et Hygerne, assise en face d'elle, moins heureuse que sa compagne de voyager sans air et sans lumière, interrogea longuement le petit visage fermé. Éprouvant malgré elle une sympathie naissante pour Guenièvre, elle s'étonnait de la voir si triste, si peu curieuse du monde extérieur, de la vie nouvelle qui l'attendait. Cette nuit-là, au milieu du piétinement des chevaux et du brouhaha des hommes, elles dormirent dans une tente dressée sur un escarpement rocheux, à l'écoute du vent et des trompes d'eau. Mais Hygerne se réveilla souvent, et lorsqu'elle entendit à ses côtés Guenièvre émettre un faible gémissement, elle n'y prêta guère attention. « Que se passe-t-il ? Êtes-vous malade ? Demanda-t-elle seulement. Une pauvre petite voix, à peine audible dans le vacarme des éléments déchaînés, lui répondit. « Non, dame, non. Mais pensez-vous que votre fils m'aimera ? Et pourquoi ne vous aimerait-il pas ? Vous êtes belle, jeune. » Arthur se moque bien de ma beauté, murmura-t-elle dans un sanglot. Il ne s'est même pas soucié de savoir à quoi je ressemblais. Guenièvre, mon enfant, gronda doucement Hygerne, toute femme, vous le savez, est d'abord épousée pour sa dot, et un roi ne peut se marier que selon les avis de ses conseillers. Ne pensez-vous pas cependant qu'Arthur, lui aussi, passe peut-être des nuits à se demander quelle femme sera la sienne ? N'imaginez-vous pas sa joie et sa gratitude lorsqu'il découvrira que vous êtes belle, instruite et douce ? Lui-même est jeune, très jeune, de caractère heureux, et croyez bien que s'il a appris par Lancelot qui vous êtes, il vous attend sûrement avec la plus grande impatience. Dans l'ombre de la tente, Guenièvre sembla un instant suspendre son souffle, puis elle demanda. « Lancelot est-il bien le cousin d'Arthur ? » ?»« Oui, il est le fils de Banne de Bénoïc et de ma sœur Viviane, la grande prêtresse d'Avalon. Il est né du grand mariage, un rite païen qui existe encore dans certaines régions. Uther lui-même avait été couronné au roi sur l'île du Dragon, selon une très ancienne coutume. Mais on ne lui avait pas demandé de célébrer l'union du roi avec la terre. C'est Merlin qui l'a fait pour lui. Je ne savais pas que ces rites anciens existaient encore sur notre terre. Et Merlin, le connaissez-vous bien ? C'est mon père. Votre père ? Sous l'effet de la surprise et de la curiosité, la jeune fille sembla s'animer, et Hygerne devina, malgré l'obscurité profonde, qu'elle l'écoutait attentivement. Après un long silence, Guenièvre reprit. « Est-ce la vérité que racontent certains bardes ? Ils prétendent que lorsqu'Uther vint vous voir un soir, avant que vous ne soyez mariés, il avait revêtu l'aspect de Gorlois, grâce à la magie de Merlin, en sorte que vous vous êtes couché à ses côtés comme une épouse fidèle, pensant que c'était votre mari. » Hygerne sourit intérieurement. Elle avait entendu tellement de choses relatives à son mariage avec Uther Pendragon et à la naissance de leur fils. Mais non, Uther portait la cape et l'anneau de Gorlois qu'il lui avait pris au combat, mais je savais parfaitement que c'était lui, et personne d'autre, qui dormait près de moi. « Vous aimiez Uther alors ? » ?»« Oui, je l'aimais, et il m'aimait aussi passionnément. Vous le voyez, Guenièvre, un mariage, même organisé pour le bien d'un royaume, peut être heureux. Oui, j'aimais Uther, et je souhaite de tout mon cœur qu'un pareil amour vous unisse, mon fils et vous. »« Oh, moi aussi, je l'espère tellement !» balbutia Guenièvre en tendant dans l'ombre sa main vers celle d'Hygerne, une main douce et fragile, faite pour orner les livres de prière
ou broder les linges d'autel, et non pas pour panser les blessés ou manier les gros chaudrons. Dès les premiers rayons du soleil, le camp se mit en mouvement. Pâle et fatigué, Guenièvre refusa cette fois de s'enfermer de nouveau dans la litière et voulut faire le reste du voyage à cheval. Et bientôt, dans la lumière naissante, elle se retrouva, chevauchant aux côtés d'un Lancelot, si gai, si empressé à la distraire, qu'Igerne derrière eux se réjouit d'abord du changement qui peu à peu s'opérait dans le comportement de la jeune fille. Comme elle semblait maintenant heureuse et sereine, le rose aux joues et les yeux brillants. Comme ils étaient tous deux jeunes, beaux et joyeux. Au beau milieu de la journée cependant, à l'heure où hommes et choses semblent s'être assoupis sous le pâle soleil d'hiver, Igerne sursauta désagréablement. Là, sous ses yeux, Lancelot et Guenièvre venaient d'échanger un regard qui ne trompe pas, reconnaissable entre tous. Ce regard même de tendre connivence qu'Uther et elle avaient échangé autrefois au temps de leur premier émoi. Était-il donc possible que ces deux êtres, cette fragile et douce Guenièvre, apparemment si pure, ait déjà livré son cœur à un autre homme que le haut roi? Se pouvait-il que Lancelot, le cousin intrépide, l'ami fidèle entre tous d'Arthur, accepte ainsi de trahir sa confiance? Igerne ferma les yeux. Dès que possible, elle allait entretenir Merlin de cet angoissant soupçon. Lui seul saurait si elle avait vu juste ou se leurrait inutilement. Soulevant les paupières, il lui sembla qu'une brume presque palpable flottait autour des jeunes gens, les isolant comme à dessein du reste du monde, les noyant dans un univers n'appartenant qu'à eux seuls, un univers vague et trouble, fait d'attente et de désir. Ils arrivèrent peu avant la nuit. Le château était bâti au sommet d'une colline, sur l'emplacement d'un ancien fort romain, dont on devinait encore les vestiges, çà et là, dans les hautes murailles. Tous les prés des alentours étaient couverts de tentes, celles de nombreux invités conviés à assister au mariage du haut roi et aux festivités qui allaient suivre. À la vue de ce grand rassemblement, Guenièvre, soudain tout effarouchée, rabattit son voile sur son visage et ne vit pas Arthur, sanglé dans une tunique bleue, l'épée au côté, dans son fourreau cramoisi, se diriger vers elle. Ce n'est que lorsqu'il s'arrêta, juste à hauteur de son cheval, après avoir salué sa mère, que la jeune fille comprit qu'Arthur se trouvait devant elle. « Madame, ma femme, dit-il, ne la quittant pas des yeux et l'aidant à mettre pied à terre, soyez la bienvenue sur cette terre qui est désormais vôtre. Puissiez-vous y trouver tout le bonheur que je veux pour vous, et que ma joie, notre joie, y soit à jamais gravée. » Comme il est beau, songea Guenièvre, émue malgré elle, comme il est beau avec ses cheveux blonds et ses yeux gris si graves. Puis elle poursuivit tout haut. Je vous remercie, monseigneur. Me voici, avec les hommes et les chevaux promis par mon père. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Demanda Arthur brièvement. Combien exactement? À ces mots, la petite lueur de gaieté qui l'instant d'avant dansait dans les yeux de Guenièvre s'éteignit brusquement, et Igerne en voulut à son fils de son inconsciente muflerie. Très digne cependant, la jeune fille se redressa de toute sa taille, et sans montrer le désarroi où la plongeait une telle question, elle répondit de manière délibérément désinvolte. « Je l'ignore, mon roi, mais votre capitaine écuyer saura bien évidemment vous répondre et vous donner toute précision, jusqu'au dernier poulain non sevré. » Comprenant sa bévue, Arthur tenta gauchement de s'excuser. Puis, il lui prit doucement la main pour la mener, à travers la foule, jusqu'aux portes de la forteresse. « C'était la place forte de mon père, » lui expliqua-t-il. « Je n'y avais jamais vécu jusqu'à présent, et j'ai honte de son mauvais état. Si les Saxons se décident enfin à nous laisser tranquilles, peut-être pourrons-nous trouver une autre résidence, plus digne de vous. Pour l'instant, nous tâcherons d'y être heureux. » Il venait de pénétrer dans l'immense salle dallée
aux voûtes monumentales, et Guenièvre passa doucement la main sur les grosses pierres de la muraille, comme pour en éprouver la solidité, espérant qu'elle saurait la protéger contre tous les dangers. « Tout est si rassurant et majestueux, dit-elle tout impressionnée. Oui, je crois qu'à l'abri de ces murs, nous serons heureux. C'est mon souhait le plus cher, Guenièvre. » Pour la première fois, il l'appelait par son prénom, et il poursuivit tout naturellement. « Je trouve parfois bien lourdes mes responsabilités. Lot, le roi des Orcades, qui a épousé ma tante Morgause, m'a dit que lorsqu'il était absent, il se reposait entièrement sur elle pour veiller sur ses terres. Je voudrais, madame, vous faire le même honneur et vous demander de gouverner à mes côtés. » Un nouvel accès de peur figea Guenièvre sur place. En quoi les affaires d'un royaume concernaient-elles une femme? Que saurait-elle penser ou dire sur les agissements des barbares ou des peuplades venues du nord? « Arthur, mon fils, » s'interposa Igerne avec douceur, « la boue des chemins est lourde encore à nos semelles, et déjà vous entretenez cette pauvre enfant qui voyage depuis 2 longues journées des affaires de vos fiefs. Patience, veillez plutôt pour l'instant, je vous prie, à nous envoyer vos chambellans. » Acceptant volontiers ce rappel à l'ordre affectueux de sa mère, Arthur fit un geste en direction d'un jeune homme au visage défiguré par une cicatrice, qui s'avança en boitant. « Voici Caï, mon frère d'adoption et mon chambellan. Caï, voici Guenièvre, ma dame et ma reine. Je vous la confie présentement. Je dois de mon côté vérifier la bonne installation dans mes écuries des chevaux que m'envoie le roi. Faites en sorte que tous les désirs de ma dame soient exaucés. Elle est désormais votre souveraine. » Remerciant d'un gracieux mouvement de tête ces marques d'attention, Guenièvre, surmontant sa fatigue, déclara d'une voix ferme à ses hôtes. « Dans le plus grand chariot de notre convoi se trouve une immense table ronde. C'est le cadeau de mariage de mon père au haut roi. Prise de guerre très ancienne et de grande valeur, elle vient d'Irlande. Prenez-en très grand soin, messire. Une place d'honneur lui revient dans la plus belle salle du château. »